corps morontiel et le plan morontiel? Ben, autant qu'il y en a entre le corps physique et le plan physique. C'est quoi les différences entre le plan physique et le corps physique? Ben, le corps physique, c'est comme que tu es toi, puis le plan physique, c'est la table, c'est l'air ambiant, le plafond, les autres corps physiques, etc. Dans le plan morontiel, le corps morontiel, c'est un corps, c'est-à-dire que c'est une forme qui est délimitée. Le double éthérique, c'est aussi le corps morontiel. Et le monde morontiel, ben, c'est tout ce qui ne fait pas partie du corps morontiel, mais dans lequel vit le corps morontiel. Le plan matériel, c'est tout ce qui n'est pas ton corps, mais dans lequel vit ton corps. Et évidemment, pour un autre, ton corps fait partie aussi du monde matériel. Il est facile de méditer dans un univers feutré. De toutes les époques, il y a toujours eu des personnes qui se retirent du monde et vivent en monastère, se créer une bulle. Mais pour vivre les techniques, n'est-il pas préférable de les appliquer parmi le monde dans la vie? C'est évident. Évidemment, ça ne fait pas rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était qu'au niveau de l'instruction, au niveau de la formation, il fallait qu'on se donne suffisamment de temps. Quand on parle de monastère, évidemment, c'est une idée qui ressemble au monastère. J'ai bien expliqué aussi, tu restes totalement libre de sortir. Mais si tu dois te former, c'est comme la personne qui veut faire du conditionnement physique, se remettre en santé. Bien, si elle s'achète 3 ou 4 haltères et qu'elle reste chez elle, avec 2 ou 3 appareils peut-être, puis qu'elle n'a pas la discipline pour s'astreindre quotidiennement, minimum tant de minutes à tant de rythme cardiaque par jour, elle n'y parviendra pas. Alors elle rentre dans un monastère qu'on appelle le Club Nautilus, qu'on appelle Physiforme, etc. Et puis là, elle a l'ambiance. Si c'est pas suffisant, bien, elle devra carrément s'inscrire à un cours où il y aura quelqu'un en arrière pour y pousser dans le derrière, pour qu'elle se mette en forme. Alors, puis ça, c'est le plus facile, mais dans tous les États, c'est la même affaire. Quand un enfant rentre à l'école, il rentre dans un monastère. C'est sûr que si on rentre dans un mauvais monastère, on n'aura pas quelque chose de bon. Mais l'enfant, il sort dehors, puis il va vivre aussi. Les techniques, tu les appliques aussi à l'extérieur. Mais si 80% de ton temps, tu oublies de les appliquer à l'extérieur, tes techniques, t'es mieux de commencer par devoir les appliquer dans un intérieur. Après ça, tu les revois dans l'extérieur. Alors, c'est beaucoup plus facile. Étant donné que l'ego de l'homme est totalement programmé à réagir dans l'oubli, à faire dans l'oubli des structures d'évolution à travers tout le contexte dans lequel il est placé. Si tu prends cet ego-là, tu le rentres dans un contexte plus limité, comme l'idée d'un monastère. C'est pas un monastère, tu rentres, puis tu restes là 24 heures sur 24, le restant de tes jours avec une soutane. Mais c'est l'idée que je donne simplement, c'est que présentement, on a quelques minutes par jour, bien souvent, pour s'occuper de notre évolution, alors que si on décide de s'astreindre à un camp de vacances d'un été complet, à travailler uniquement sur ta structure d'évolution, dans tout ce que tu as besoin de faire. Évidemment, c'est pour l'appliquer à l'extérieur. C'est sûr que l'individu qui rentre à l'intérieur, la technique la plus parfaite est une technique qui te permet d'aller chercher les éléments essentiels dans l'extérieur. Le monastère, il sert uniquement à préparer l'humain à vivre dehors. Le monastère que je te parlerai. Donc, si on veut former une école, par exemple, une école du doute, ou une école qui contient le doute, une école d'évolution supramentale, il faut que dans l'école, tout te forme uniquement en fonction de vivre dehors. Pas en fonction de vivre dedans. Alors que les monastères conventionnels, tout est fait en fonction de vivre dedans. Bon, alors quand je parle de monastère, moi, c'est l'idée, c'est un archétype, il n'y a pas 50 mots pour expliquer ce que je veux dire. Il faut que l'individu soit obligé de passer la majorité de son temps à se conscientiser. Il y en a qui font faillite, qui n'ont tellement plus rien qu'ils rentrent dans un monastère. Oh, c'est l'assistance sociale, ils sont chez eux, et puis ils n'ont plus rien à faire d'autre que d'évoluer. Ils sont dans un monastère. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire qu'on soit tous pris comme ça? On peut aussi créer une structure qui nous permettrait de mieux fonctionner. Bon, c'est évident que l'individu ne rentre pas dans un monastère pour méditer dans un cadre feutré où il n'y a rien à faire. Non, si un jour on bâtirait un monastère particulier à l'énergie supramentale, ce serait sans doute feutré à l'extérieur des murs. Sans doute pas tellement dedans. Mais l'individu, quand il irait dehors, il serait correct. Bien, ce serait comparable à un camp de concentration. Oui, c'est ça, on concentrerait. Mais pas les individus. Quoi ou qui? Son évolution serait concentrée. Un camp de concentration, c'est un camp où on concentre la quantité de prisonniers. On concentre ça là. Mais là, ce serait l'évolution serait concentrée. Pas la quantité d'individus. Oui, mais c'est l'ego qui aurait l'impression de vivre un camp de concentration. Alors, l'ego aurait l'impression de vivre bien des affaires. Il y en a qui auraient l'impression d'être rentrés dans la pire des armées. Il y en a d'autres qui auraient l'impression d'être dans un camp de concentration. Il y en a d'autres qui auraient l'impression d'être descendus en enfer. En tout cas, tout ça, c'est des termes qu'on dit quand on parle d'évolution. Alors, il serait effectivement dans un bon camp.
Parce que pour l'instant, ceux qui se visualisent là-dedans, c'est que leur ego va dans ce sens-là, dans le sens d'être agréable, ce serait agréable à vivre. Non, ce ne serait pas agréable à vivre. Mais effectivement, l'ego le voit comme étant agréable à vivre. Par contre, ça serait agréable à vivre après un minimum de temps, mais c'est agréable à vivre seulement quand l'ego va commencer à voir les résultats. Dans n'importe quoi d'intelligent ou d'évolutif, l'ego ne s'y plaît pas, sauf si l'ego voit les résultats. T'astreindre un an de temps à faire une technique, si à la fin tu peux voler des airs, ton ego va être bien content. Après ça, s'il faut être astreindre à faire d'autres techniques, ton ego va te l'autoriser parce qu'il connaît déjà les résultats. T'astreindre à suivre un cours de comptabilité alors que tu n'as pas d'emploi, c'est bien plate. Sortant de là, tu n'es pas sûr d'avoir un emploi. Quand tu as un emploi, tu es bien content d'avoir suivi ton cours de comptabilité. Si ton patron te dit après ça, si tu suis un cours pour devenir comptable agréé, on t'augmente, tu vas suivre sans doute ton cours bien content. Si l'ego a le résultat, ça va l'aider. Sauf que, présentement, la majorité des résultats sont des résultats que l'ego n'a pas expérimentés. Donc, c'est extrêmement difficile pour l'ego de se motiver ou de se laisser manipuler dans la motivation pour faire une chose qu'il n'a pas connue, qu'il n'a pas expérimentée. On en parle dans la tradition, mais c'est apparemment réservé aux élites. C'est vrai que c'est uniquement réservé aux élites. Sauf que qui est un élite? C'est pas un ego médiocre qui va déterminer si tu es un élite ou pas. Ça n'a rien à voir, ça a rapport à ta faculté d'apprentissage, ta faculté d'application. C'est tout, ça n'a rien à voir avec ton ego. Ton ego peut être un ego d'imbécile, puis on peut parvenir à faire de ton corps physique et de ta structure mentale quelque chose de formidablement génial. Après ça, l'ego va cesser d'être un imbécile peureux, parce qu'il va finir par se rendre compte que quelque chose chez lui que l'ego appelle lui est capable. Alors, quand on parle de structure monastique, c'est pas feutré. C'est comme les gens qui se disent, moi, je vais aller à la campagne, je vais avoir mon petit jardin, puis je vais m'en occuper. Oui, tu vas le sarcler tous les jours, ramasser les mauvaises herbes, ôter les insectes, l'arroser, aller au soleil dedans, cueillir après. On appelle ça travailler énormément. Mais l'individu qui veut simplement fuir sa qualité d'infirmière ou sa qualité de ceci ou de cela, qui pense aller dans sa petite campagne, avec sa petite maison, qu'elle va peinturer quand ça va y tenter, puis qu'elle va changer ici, puis qu'elle va arranger son petit jardin, patati patata, puis qu'elle va pelleter allègrement son corps de mille de chemin l'hiver. C'est extrêmement plaisant. Sauf qu'une fois que tu es dedans, l'infirmière, elle a juste à prendre l'autobus ou son automobile, elle stationne ça là, elle peut chialer dans l'hôpital, que c'est ci, puis c'est ça. Et puis, quand elle rentre à la maison, elle fait cuire ça. Bon, d'un bord ou de l'autre, c'est toujours parfait quand c'est l'ego qui le regarde. Non, quand je parle d'une structure d'évolution, c'est du PMC 24 heures sur 24. Quand on a fait les camps de fin de semaine l'été dernier, c'était un petit peu le style monastique. Pas encore assez parce qu'on ne savait pas jusqu'où on pouvait pousser les humains qui étaient là. Maintenant, on le sait, mais c'est toujours le dernier camp que tu le sais. Si on réitère l'expérience, ça va être encore plus avançant. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont changées beaucoup plus pendant ces fins de semaine-là qu'à travers les années de pratique à 3 heures par jour, 3 heures par semaine. Donc, le phénomène de monastère, c'est un phénomène d'apprentissage total. C'est pas un phénomène où tu viens méditer dans ta conscience non critique. Non. Si tu médites, là, puis quelqu'un il rentre, fait ah! Puis il faut que tu continues à méditer. Là. Bon, puis il y en a qui passent, fait même affaire, tu continues à méditer. En réalité, tu ne médites pas. Il faut que tu apprennes simplement à contrôler toutes tes agressions extérieures pour qu'elles ne manipulent plus ton corps physique. Bon, à l'extérieur, ça peut arriver. Tu as un accident d'automobile tous les 3-4 ans qui t'enseigne ça. À l'intérieur, on peut concentrer les choses. Ça serait un camp de concentration du mentalisé. Ah, ben, c'est 5 ans de concentration, évidemment. Comment se vit... Oui. Comment se vit... Tu concentres 25 ans d'évolution à 1 an. Fait que c'est sûr que c'est 5 ans de concentration. Hein. Mais finalement, c'est pas de la concentration, c'était supposé être ça. C'est évident. L'individu qui vient là, on ne concentre rien, c'est parce qu'il y avait à passer là. C'est sûr. Je te parle des autres là, qui voient ça, là. Ou de ceux qui ne viennent pas, là, tu sais. Ouais. Comment se vit idéalement l'affectivité dans les relations interpersonnelles des pensionnaires du monastère? C'est une bonne question. C'est évident que si on prend l'idée du monastère et qu'on essaie de solutionner le problème là-dedans, on va avoir énormément de questions fondamentales sur l'être humain. C'est qu'il y ait monastère ou pas monastère, c'est une façon de canaliser l'information astrale pour poser des questions qui peuvent amener des réponses géniales. Bon. Premièrement, je vais la relire, hein, où? Comment se vit idéalement l'affectivité dans les relations interpersonnelles des personnes du monastère? Qu'est-ce que c'est que de l'affectivité? Les animaux en parlent beaucoup.
Bon, ça répond déjà un peu à la question. Il y a une attraction astrale, qui est l'affection, qui est exprimée par l'émotion et qu'on appelle souvent l'amour, quand ça devient de l'affection aveugle. Et il y a aussi une attraction mentale, ou intelligente, supramentale, qui peut aussi être une forme d'affection, mais qui n'a même pas besoin de leçons ou de cours pour pouvoir se vivre. On place des règles que l'on conçoit par l'intelligence, et par la suite, étant donné qu'il n'y a pas le facteur humain dans les habitants du monastère, on n'a qu'à suivre les règles. C'est très simple. Une des règles, c'est qu'on doit connaître l'humain, qu'on doit se respecter intégralement et qu'on doit respecter intégralement tous ceux qui se respectent eux-mêmes. Autrement dit, tous ceux qui sont respectables. Il veut se coucher, moi je veux le téter, je vais le voir, il se laisse téter. Je n'ai pas à le respecter, il n'est pas respectable. Lui, il me ferme la porte au nez, il dit non, à soir, ça ne me tente pas, quand ça me tentera, tu viendras, pour l'instant, non. Bon, bang, fini. Il se respecte. Je devrais le respecter. Alors, je ne pourrais pas aller lui parler. C'est extrêmement facile. Tout ce qu'il y a, c'est que dans le facteur humain, on s'attend toujours à ce que la majorité des règles qu'on établit par l'intelligence, oh, ben, tu pourrais bien faire un effort à soir puis les oublier. Et c'est là que les relations, etc., commencent à s'envenimer. Maintenant, prenons l'exemple d'un homme qui vit qu'une femme, qui rentre dans le monastère. Ça ne nous regarde pas pantoute. Sauf que quand il chicane pas trop fort. Il y a des raisons. On est capable de placer des raisons intelligentes pour coordonner n'importe quoi de ce qu'on va faire. La problématique, c'est de les suivre. Arrêter sur un feu rouge, c'est intelligent. Au minimum, faire un arrêt complet, vérifier s'il n'y a pas d'autres chars, d'automobiles, puis continuer après. Correct. Si on décide de passer outre ces règles-là, il y aura des problèmes. Alors, c'est extrêmement simple. C'est ton tour de sarcler le jardin, tu vas le sarcler. Il n'est pas question que ça te tente ou pas. Il n'y a rien de ça. Le facteur humain, oubliez-le. Tu vas le sarcler. Et on va toujours être heureux. Parce que le temps que l'ego est pogné dans un corps manipulé par le mental qui va lui faire sarcler un jardin qui ne veut pas sarcler, bien, le reste du mois, alors que c'est plus son tour à sarcler, puis qu'il sait que tout le monde va y aller, bien, l'ego est totalement sécuritaire. Ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas foirer. Ça peut tomber quand? Bien, quand, à un moment donné, ce qui motivait les égos finit par plus les motiver. L'intelligence n'est pas suffisante pour diriger un ego. Il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie dans l'intelligence de l'humain pour manipuler l'ego. Alors, il n'y a aucun problème. C'est à ton tour de faire l'épicerie, tu vas faire l'épicerie. Ah, mais je sais pas quoi, c'est la liste. Achète-la. Ben, tu t'en vas, puis tu reviens, tu n'as rien à réfléchir. Moi, on dit que c'est le fun. Après ça, qu'est-ce que tu as à faire? Ben, vu que tu as fait ça vite, vu que tu n'as pas réfléchi pendant que tu le faisais, tu as ta journée de libre. Là, c'est le temps de réfléchir. Il y a des temps pour réfléchir, des temps pour appliquer. Quand on parle de réfléchir, c'est toujours de l'ego qui réfléchit. L'individu qui arrive pour acheter du beurre, puis il n'a pas de beurre, il ne se passe pas la tête, il va acheter la margarine, il faut qu'on fasse la cuisine. C'est pas de la réflexion, c'est de l'addition logique. Quand je parle de réfléchir, c'est de triper, c'est de trouver les fleurs belles, de te promener, puis d'espérer, etc. C'est tout ce qui habite l'animal humain. Ce que dans le monastère, tu dois apprendre à te départir. Puis une fois que tu as fait ça, tu es capable de vivre du sentiment, tu es capable de vivre d'une intégrité totale du point de vue de la relation entre les humains. C'est la femme avec qui tu couches et avec qui tu restes. Donc, c'est mécanique que les facteurs humains vont tout faire pour que si je veux sortir avec aussi, ça va créer des problèmes. Alors, la question est déjà réglée. Je ne peux rien faire avec ta femme. Ta femme me fait des avances, elle va recevoir la porte en pleine face. Pourquoi? Parce que c'est évident. La relation qu'on a tous les deux ne doit pas être massacrée par une troisième personne, ou la relation que j'ai avec elle ne doit pas être massacrée par quelqu'un d'autre. C'est simple, logique, mathématique. Maintenant, si ta femme et toi, ça ne dérange absolument pas que je couche avec ta femme, et qu'il y a des raisons X, Y, Z pour que je le fasse, ben je vais le faire. Il n'y a aucun problème. C'est simplement mathématique. Quand c'est logique, c'est simple. Mais si, et qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne dis pas que si ta femme et moi, on trouve ça logique, on ne peut pas le faire. Tu es là. Dans l'astral, la femme ou l'homme vont dire, on n'a rien qu'à l'éliminer. Je dis bien dans l'astral. Mais dans l'intelligence, on ne peut pas l'éliminer. Surtout que dans l'intelligence, il n'y a pas de raison que je couche avec sa femme. Je couche tout seul. Ça, c'est correct.
Alors, c'est extrêmement facile. Les gens établissent des règles, les gens établissent des lois. C'est comme les compagnies, c'est comme n'importe quoi. Il y a eu un moment donné où je travaillais avec un individu, c'était extrêmement simple. À 1h, je partais. Lui, à 1h moins quart, il rentrait. Fait que pendant 15 minutes, je le mettais au courant, puis je m'en allais. À 1h, lui, il n'était pas là. À 1h15, lui, il n'était pas là. À 1h30, je travaillais ailleurs. Fait qu'à 1h15, je partais. Tout était fermé. Puis lui, il arrivait à 2h. Ah, mais il me disait, c'était pas grave. Au lieu de finir à 8h, il finissait à 9h. Il reprenait son heure. Oui. Il y a des clients qui passaient pendant le temps que je n'étais pas là, puis lui, il n'était pas là, par exemple. C'était peut-être pas grave pour lui, hein. Mais entre 8h et 9h, alors qu'il n'y avait rien à faire, là, ben, il reprenait son temps, il travaillait. Et puis, quand il fallait travailler, ben, il était prêt ailleurs. Fait qu'à un moment donné, ben, ce personnage-là, on ne peut pas fonctionner avec. Pourquoi? Parce que les règles qu'on établit, il ne les suit pas. S'il me dit, on va établir une règle, tu pars à 1h, je rentre à 2h. Puis il y a 1 heure de temps où on ne fait rien à faire, puis on fait rien. Les clients qui viennent, qui mangent ce qu'ils voudront, qui attendent. Ben, si c'est la règle, pas de problème. Qui n'arrive pas à 2h15. C'est simple. Moi, je m'en balance. On était un groupe ici, établissons les règles qu'on voudra. Je ne me dérange pas pantoute. Moi, je suis très souple dans l'établissement des règles, mais très rigide dans le suivi des règles. C'est qu'on a décidé, parfait. Engagez-moi pour vous forcer à les suivre, vous allez voir, vous allez les suivre. Mais c'est pas moi qui vais établir les règles, c'est pas nécessaire. Alors, c'est extrêmement facile. Non, tu ne fais pas d'amende. Une amende, c'est quoi une amende? Sinon la permission de déroger une règle. Pas d'amende. C'est un paquet d'humains intelligents. S'il n'est pas intelligent, tu mets dehors. Mais quelle est la différence entre l'affectivité et l'émotivité? L'émotivité, c'est l'expression de l'affectivité. Tu as 2 formes d'affection. Il y en a 3. Il y en a une qui est pathologique. Bon. Après ça, tu as l'affection qui est émotive, qui est simplement de l'attachement par l'ego à l'autre. Une résonance dans l'astral entre 2 individus. Puis tu as une affection qui est supramentale, une résonance dans l'intelligence entre 2 individus. Moi, il y a énormément d'individus pour qui j'ai de l'affection. Mais cette affection-là n'est pas dangereuse pour eux. Ça ne peut pas leur nuire. Alors que dans l'ego, quand tu as de l'affection pour quelqu'un, c'est évident que ça va y nuire. Tu ne peux pas faire ça, je t'aime. Bon, alors c'est très simple. Juste, quand tu auras des enfants, tu verras. Si tu les aimes par l'ego, ton amour va les détruire. Bon, si tu aimes ta femme par l'ego, tu vas la détruire. Si tu aimes par l'ego, va te détruire. Celui qui aime dans l'astral détruit. Alors, pourquoi tu penses, regarde bien, c'est quoi la question? Comment se vit idéalement l'affectivité dans les relations interpersonnelles des pensionnaires des monastères? C'est pas la preuve que l'affectivité, c'est des problèmes? Ben oui. Si c'est pas des problèmes, on ne pose même pas la question. Ça va de soi. Mais là, ça ne passe pas en tout. Pourquoi c'est de l'affectivité au niveau astral qu'on pose comme question? Mais étant donné que tout sera réglé lorsque le double éthérique unique existera, par exemple. Mais d'ici là, il y a des choses à faire, entre autres, par exemple, une éventualité, le monastère. Mais pour vivre là, ces problèmes-là vont survenir. Puis tu parles de discipline, ça. Il faudra qu'il y ait des policiers. Ben, moi, j'en veux pas. S'il pourrait y avoir des polices là, moi, je m'en vais. Ah, je comprends donc. Pas des polices. Des policiers. Des policiers, les des polices, surveillants, j'en veux pas. C'est pas un surveillant qu'il va y avoir là. C'est un bras avec un fouet. C'est pas un surveillant. Il surveille pas. Non, je comprends pas le principe pas tout du monastère, je te parle. Le velours est dehors des murs. Toi, tu décides que tu veux faire, que tu arrêtes de fumer. Tu rentres au monastère, dans 2 semaines, il faut que tu fumes plus. Dans 2 semaines, tu fumeras plus. Puis là, ça te regarde plus. Tu viens de remettre ça dans les mains des formeurs. Ils vont s'en occuper. Si les autres ont considéré que tu réveillais toutes les heures la nuit pour te dire « Hey, oublie pas, demain, tu fumes pas. Bonne nuit. » Puis part, que ça t'enrage noir comme tu voudras, ça te regarde plus, ça, mon ami. Tu es là pour 2 semaines pour cesser de fumer. Puis ceux qui sont là, les formateurs, ont l'autorité de te faire cesser de fumer. Pas par tous les moyens, ils ne te couperont pas le nez, la langue et les doigts, mais pour te former. Bon, alors c'est ça. C'est pas un policier, c'est un policier, c'est l'œuvre de micro-intervention. C'est le juge qui va trancher. C'est pas ça pantoute. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir de l'ego. Ben, tant qu'il va y avoir de l'humain, il va y avoir de l'ego. Oui. Même de l'être... même s'il y a un être humain, il y a quand même de l'ego à l'intérieur. Il faut rentrer l'humain dans une centrifuge d'évolution qui fait que ce qui est le plus pesant va revoler dehors. C'est l'humain. C'est simple. C'est que la première chose que tu fais, tu établis seulement une règle. Si tu es convaincu que les humains qui pourraient, par exemple, décider d'évoluer d'une façon plus rapide, si tu es convaincu que ces humains-là sont extrêmement faibles, parce que bien souvent, l'élite de l'humanité,
c'est pas grand-chose. Bon. Alors, si cette humanité-là, cette élite-là, est trop humanisée, tu mets juste une règle. Une règle. Par exemple, on a besoin de tant d'heures de sommeil, puis on veut des gens qui vont être en forme, ce qui fait qu'il n'y a aucune télévision dans une chambre, et puis les individus sont obligés de se coucher à partir de 10 heures. Puis ils ne sortent pas de leur chambre avant X heures. Et s'il y a besoin de moins de sommeil, c'est pas grave. Mais de toute façon, ceux qui vont rentrer, ils peuvent en avoir besoin de moins dans ce qu'ils pensent, puis ils sont tous vieillis, ils en ont besoin en masse. Et on mange d'une alimentation qui est convenable pour nous permettre de récupérer, puis on se donne un mois pour ça. Tout le reste, c'est libre. Bon, ben, si c'est le règlement, tout le monde l'accepte. Ceux qui rentrent là, va falloir absolument qu'ils l'acceptent, sinon qu'ils s'en aillent. C'est extrêmement simple. Quand ils ont réussi un règlement, tu en mets un deuxième intelligent, troisième. Quand je fais des règlements, en réalité, c'est des structures de manipulation. Il faut qu'on oblige l'extérieur à obliger l'intérieur, l'ego, à aboutir à un moment donné, enfin, vers où ce que le mental veut l'amener. Tu passes ton temps à te faire des promesses, à décider des choses, à recommencer à décider ça, à recommencer à décider ça. D'année en année, tu refais les mêmes promesses, que des années passées. Bien, il faut juste que ça cesse. Il faut juste que tu l'appliques. On a décidé que marcher nu-pied, c'était bon, au moins de temps en temps. Bien là, il y a une règle que quand la cloche sonne, là, bien, tout le monde est nu-pied, tout le monde s'en va dehors. Et que ça fait niaiseux. Non, laisse faire, ça n'a rien à voir avec le fait niaiseux. Que tu sois tout seul comme poule à marcher, ou qu'on soit 25 à picorer le jardin, tout le monde est nu-pied, puis l'important, c'est que tu te prends de l'énergie yin, tu te reformes. Ça, c'est ça qui est le but. Le but, c'est pas de paraître comme si... Non, le but, c'est ça, le but. Quand c'est fini ça, tu as une demi-heure de liberté. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Après ça, il y a une heure où c'est ceci, cela. C'est ça qu'on a établi. Donc, il n'y a pas question que tu te remettes à réfléchir, à savoir si c'est bon ou pas bon. Une fois que c'est établi, c'est établi. Bon, c'est tout. Tu peux faire un caucus une fois par mois pour savoir si on continue. Mais le problème qu'il y a, c'est que tous ceux qui disent « Ben moi, là, j'ai pas tellement aimé ça. » Lui, il sort de la salle. Parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut savoir si c'est intelligent de continuer et pas savoir si notre ego est capable. Lui, dehors. Bon, finalement, il va en rester 4, 5, 6, 15, 20. Il va rester ceux qui vont toujours parler avec l'intelligence. Ceux-là, ils continuent. C'est tellement plus simple. Puis là, c'est vrai que tu aboutis. Là, c'est vrai que tu fonctionnes. L'élève qui dit, ben moi, je suis venu pour apprendre de la mécanique automobile. Mais là, on va commencer la semaine prochaine. Tu sais, faut que je me relaxe un peu avant. Il faut que... Bon. Après ça, c'est le carburateur. Ah oui, ça me tente. Un carburateur, c'est compliqué. Il commence à lire le livre, là, puis peut-être que là, aujourd'hui, là... Bon, ben c'est ça. Il ne sera jamais mécanicien. Ah, peut-être qu'il va l'être dans 20 ans. Puis il sera capable de réparer les moteurs d'il y a 20 ans. Parce qu'ils n'auront pas été capables de suivre l'évolution mécanique. Alors que si tu dis au gars, ben c'est de l'intensif. Tu veux être mécanicien, tu as le choix entre 3 ans ou entre 6 mois. C'est un cours. Un cours qui dure 6 mois ou un cours qui dure 3 ans, tu as le choix. Dans le cours qui dure 3 ans, tu as beaucoup de récréation, tu as beaucoup de petites conneries, on te laisse niaiser, on fait des farces. Dans le cours qui dure 6 mois, c'est comme si tu veux apprendre à danser, devenir une vedette. Le cours commence à 8 h le matin, se termine à 8 h le soir, puis tu as les périodes de dîner là-dedans, tout est contrôlé au complet. Tu as des photos de mécanique, c'est les murs de la salle à manger. Les napperons, c'est de la mécanique. Les assiettes, c'est des automobiles qu'il y a dedans. Bon. Puis là, tu sais, le gâteau, c'est un bon. Là, c'est de la mécanique régulièrement. Puis le matin, au réveil, c'est qui fout dans les haut-parleurs. Fait que là, ça veut dire, lève-toi, démarre, viens manger. Après 6 mois, quand tu sors de là, tu es un mécanicien. Mais t'es pas le cave, l'autre, là. Non, là, t'es formé. Puis juste ça te forme de bien des façons. Travailler, maintenant, tu sais c'est quoi. Si t'en vas faire de la mécanique, tu vas passer des autos à l'heure, puis si tu te lances en affaires, ça va fonctionner. Moi, je parle de quelque chose qui intensifie. C'est effectivement un camp de concentration. Bon, alors c'est ça. On établit des règles par l'intelligence, puis on décide qu'on les applique, on les applique. Si on décide que manger mal, on veut plus, puis qu'on décide qu'on fait un menu, bien, on prend une personne, puis on lui dit, bon, ben OK, on sait qu'on l'engage, soit une personne qui peut faire la cuisine, elle a fait la bouffe. Puis dans les règles, on mange rien d'autre. C'est simple. Simple. 25 coups de fouet. Tu sais, si tu manges une banane quand c'est pas le temps. Fait que là, tu manges exactement, t'as pas le choix, il n'y a rien qui traîne. Tu ouvres le frigidaire, il est vite un frigidaire bidon comme elle là pour ceux qui ont besoin d'ouvrir le frigidaire. La bouffe est soufflée ailleurs. Bon. Tu vas manger bien. T'as faim le soir. Bon, ben on établit des choses, puis si effectivement tu as besoin de manger, tu manges. T'as pas besoin, tu manges pas, il n'y a rien à faire, fini là. Bon, toi, tu viens me dire, ben moi, j'aimerais ça être végétarien. Pas de problème, c'est réglé, tu vas être végétarien. Je ne changerai pas d'idée avant 6 mois, tu n'es pas mis 6 mois dedans. Tu vas être végétarien. Simplement, c'est que tu peux revoir les règles de temps en temps, mais toute la vie de l'humain devrait être basée comme ça. On est en masse intelligent pour savoir ce qu'il nous faut, puis on est trop faible pour arriver à le faire. Mais c'est ça, le monastère, c'est ça. L'humain peut dire, oui, mais c'est peut-être mieux à l'extérieur. Oui, ça te prend 25 ans pour parvenir à faire ce que tu peux faire 1 an de concentration. C'est simple. Tu gagnes de l'avance en tabarnouche. Mais ce que je remarque, c'est que les gens qui font un cheminement évolutif, Qui?
Les gens. OK. Les gens qui sont ici dans la salle aujourd'hui. Là-dedans, c'est que, égoïquement, c'est que tu t'embarques, tu viens prêt de mettre tous des œufs dans le même panier, puis d'un coup, tu as un doute. T'es casse. Ouais, mais c'est que je me demande si l'ego a besoin d'un équilibre entre, par exemple, la famille qui est vraiment, qui n'a rien à voir avec l'évolution. Oui, oui, mais moi, je te parle de choses concentratives à un moment donné. C'est évident. Là, je parle du soma, mais c'est sûr que s'il se passe de quoi, ça sera ajusté en fonction de ce qui peut être fait. Mais l'ego a besoin de la famille, ben raison de plus pour l'enfermer. Oui, c'est un problème. Oui, je suis d'accord avec Quand ça. tu vas te libérer de ta famille, il n'y aura plus de souffrance pour le restant de ses jours. Bon, alors tu règles le problème. Tu sais, les enfants s'ennuient de leurs parents. Il faut que tu organises qu'ils s'ennuient plus de leurs parents, qui apprécient leurs parents, qui respectent leurs parents, pas qui aiment leurs parents, mais qui apprécient, qui respectent, qui sentent comme des amis totalement libres. C'est impeccable. Puis ça, dès son plus jeune âge, il faut que l'enfant soit libéré de cette mortification qu'est l'amour. Bon, une fois que c'est fait, l'enfant est libre, il va toujours être avec ses parents, mais si ses parents, à un moment donné, filent mal parce qu'ils sont encore trop humains, il n'en souffrira même pas. C'est beau de dire, oui, mais par exemple, l'enfant qui a besoin de voir ses parents un camp de vacances, là, les parents n'ont pas de visite, ça dépend des camps de vacances. T'en as que ils viennent les conduire, puis après ça, ils viennent les chercher. Puis ces enfants-là sont beaucoup plus matures, bien souvent, que ceux que les parents peuvent toujours être là. Alors, c'est sûr que dans le début, l'enfant a des maudits problèmes. Tu sais que moi, j'ai déjà été engagé dans un camp juste pour m'occuper des enfants qui ont des problèmes, pour les convaincre de ne pas avoir de problème. Bon, mais dans le début, c'est souffrant. Puis après ça, tu fais blablabla. Puis quand le parent arrive, les parents courent après les enfants ont tellement de plaisir qu'ils veulent rien savoir des parents. Après ça, il faut s'en aller, ils veulent plus s'en retourner. C'est le but du camp, évidemment, pour être sûr que le client va revenir l'année prochaine. Bon, mais tu bâtis ça d'une façon comme d'une autre, mais tu te libères de ça. Ta famille, c'est la what, oui, man, tu le comptes des menteries, parce que s'ils savent ce qu'il fait là, ben, pas que ça ira pas. À un moment donné, tu vois comment ils sont animaux, tu vois comment ils souffrent, tu vois si là tu les aider un peu, puis tu sais, tu supportes leur karma. Libère-toi-en. C'est pas ta famille, c'est une famille. Ouais. Oui, c'est que l'humain est attaché à ses problèmes. Bon, c'est sûr que c'est plaisant, les problèmes. Parce que l'humain, il dit toujours, oui, mais sans problème, la vie serait plate, on n'aurait rien à faire. Oui, mais c'est sûr, ça, il vient avec des problèmes, mais il y a en masse à faire. Comme par exemple attendre. C'est un problème ou c'est pas un problème? Mais non, c'est pas un problème. Ça dépend pour qui attend. Mais non. Ça dépend qui attend. Non, pour l'ego, c'est un problème, parce que lui, l'ego, lui, tout ce qu'il fait vivre, il transmet ça en problème. Ça lui donne la stimulation de la vie. Mais quand tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre, mais crime, c'est impossible, c'est le luxe. Ouais, mais tant qu'à attendre, tu peux attendre confortablement. Ah ben ça va de soi, mais il faut t'attendre pareil. Oui. Bon, ben dans ce cas-là, c'est le luxe. Si on prend 25 ans à l'avance, on aura 25 ans, 24 ans à attendre. Fait que là, c'est ça. Là, tu pourras visiter la planète, tu pourras te danser d'un bord puis de l'autre, tu pourras nager. Oui, mais c'est ça, la contrainte, c'est la contrainte matérielle. Je veux bien faire. Je ne demande rien de plus que d'attendre, moi. Mais je vais attendre avec 1 million dans mes poches. Oui? Pas dans tes poches, ça rentre pas. Mais Faire un chèque. Ouais, faire un chèque. Mais c'est pas 1 million, ça peut rebondir. Ce qu'il faut faire, j'ai déjà expliqué, c'est que l'être humain, en tout cas la majorité de ceux qui écoutent la conférence aujourd'hui, ont suffisamment d'intelligence. Et j'ai expliqué que l'intelligence doit être monnayée. On doit transmuter l'énergie supramentale en argent. Alors là, l'énergie supramentale va te permettre de contrôler les structures astrales. Si l'énergie de l'intelligence n'est pas monnayée, elle va te rendre malade, elle va te démolir, elle va te rendre pauvre. Elle s'appuie sur toi et elle t'écrase. Elle doit être monnayée. Donc, si tu as l'intelligence d'avoir un monastère, ben, à un moment donné, il faudra que certaines structures soient vendues très cher à des gens qui pourraient s'en servir. Il faudra à un moment donné que tu aies formé d'autres écoles ou que tu aies un système d'éducation qui peut être implanté ailleurs ou qu'il faut que tu te mêles de bien des choses. Mais tout ce que tu fais qui a de l'allure là, c'est à vendre. Tout. J'ai l'impression que l'intelligence, justement, ne veut pas qu'on attende. Mais, il nous pousse à faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas où. C'est parce qu'on veut fonctionner à partir des structures spirituelles de l'évolution. Dans l'évolution spirituelle, tout est gratuit, tu nourris les dieux. Dans l'évolution supramentale, rien n'est gratuit, tu dois charger pour. Alors, si tu es un monastère et que tu arrives à faire en sorte que des gens qui fument cessent de fumer en dedans de 2 semaines, bien là, tu vas implanter immédiatement un cours pour arrêter de fumer et que tu vas vendre très cher. Tu ne vends pas ça au grand public, tu vends ça simplement à ceux qui ont de l'argent. Pourquoi? Parce que l'intelligence
n'est pas monnayé dans le travail d'infirmière. Au lieu d'aider, il faudra savoir comment profiter Oui, c'est ça. de ceux qui nous entourent. C'est ça. Ah bon. Automatiquement, on va les aider. Pas de leur point de vue, en tout cas. Ah, mais ça ne les regarde pas. Ouais. Mais on va les aider. Est-ce qu'on va s'aider? Bien, certainement qu'on va s'aider. Comment? On va faire avec ça. Oui, c'est vrai. OK. OK. Combien y a-t-il de hiérarchie? Autant que vous en voulez. Devons-nous prendre le contrôle des hiérarchies? Toutes les hiérarchies célestes, oui. Les autres, pas nécessaire, parce que quand on est rendu à leur niveau, elles s'effacent d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas de contrôle à prendre. Les hiérarchies célestes, oui. Bon, sommes-nous une hiérarchie nous-mêmes? Tout le temps. On peut être très, 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 très bas, mais c'est une hiérarchie. On est hiérarchiquement supérieur aux grenouilles. Alors, on est une hiérarchie, oui. Est-ce que dans l'avenir proche, environ un siècle, tous les humains vont être mentaux et alors moins violents entre eux sur la planète? Non. Un siècle, c'est trop court. Trop proche. Oui. 4 siècles. On parle de tous les humains. Mais si tu es bien chez vous, comme présentement, est-ce que tous les humains ont une toilette dans leur maison? Non. Ah! Ben, ça ne nous empêche pas d'en avoir une ou deux, nous autres. Bon, mais tous les humains, non. Tous les humains vivre en paix? Non. Pas dans 100 ans. Mais est-ce que ça va empêcher un paquet d'humains de le faire? Non. Mais tous les humains, pas de suite, non. Il faut leur laisser le temps pareil, parce qu'il y en a qui ont quelques années en arrière. Dans 400 ans, combien y aura-t-il d'humains sur la planète? Oh, bah ça varie, ça, parce que ça meurt assez régulièrement. Mais au million près. Au 100 près. Au million près, c'est plus facile. Dans 400 ans, on aura dépassé le temps fatidique où l'humanité sera plus pesante que la planète. Alors, il restera... On sera proche du milliard encore. Comment de l'instantané, plus de l'instantané, peut-il arriver à donner des mémoires? Comment, quoi? Comment de l'instantané, plus de l'instantané, peut-il arriver à donner des mémoires? C'est-à-dire 0 plus 0 égale 0. Ben, c'est vrai. Et non pas 1. Ben non, 0 plus 0, ça donne 0. OK. Comment l'instantané? Un exemple? Ben, c'est ça. Comment de l'instantané, plus de l'instantané, peut-il arriver à donner des mémoires? Simplement qu'il y a une synergie. L'énergie est libre. L'énergie qui frappe, prenons l'exemple micro, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, avant la création des particules subatomiques. La répétition d'un même phénomène énergétique engendre un événement énergétique. Un événement énergétique, c'est une synergie qui fait en sorte que l'énergie qui coulait dans des sens diversifiés est, maintenant qu'elle s'est heurtée à elle-même, est obligée de circuler dans un sens très particulier. Elle est maintenant canalisée. Cet événement énergétique devient comme un faisceau laser, c'est comme la lumière qui maintenant est devenue un faisceau, elle est canalisée. Étant canalisée, lorsqu'elle va frapper un autre faisceau, le mélange entre ces faisceaux énergétiques va finir par engendrer un événement plus complexe énergétique. Et lorsque cela se répète dans l'univers, c'est ce qui arrive dans la création, lorsque cela se répète inlassablement, dans l'instantanéité, cela finit par engendrer un instantané qui recrée instantanément, continuellement la même chose. Le même événement. C'est comme si tu arrivais à faire en sorte que l'énergie qui circule, parce que de toute façon elle circule, elle se déplace, au lieu de se déplacer d'une façon particulière, elle finit par se déplacer dans un cercle. Vu qu'elle se déplace éternellement, tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui va venir faire en sorte que le déplacement se fasse dans un autre vecteur, ça crée une mémoire de déplacement. Cette mémoire de déplacement, ce n'est pas une mémoire. C'est instantanément toujours la même chose. Ce qui, cumulation par cumulation, finit par engendrer des phénomènes super complexes qui sont la répétition du même vecteur de déplacement de l'énergie. Et ça, c'est une mémoire. Quand je dis, moi, que le passé existe instantanément dans le présent, c'est qu'on a un paquet de phénomènes énergétiques. C'est pour ça que lorsqu'on va digérer notre mémoire, on n'aura plus de mémoire, on ne pourra plus se rappeler de rien, mais on va être drôlement plus énergifié. C'est qu'on a tellement de mémoires qui sont supportées par une énergie qui recrée toujours la même forme. Recréant toujours la même forme, quand on en a besoin, instantanément, on sait ce qui s'est passé là, X temps. C'est la mémoire. Donc, l'instantané engendre effectivement de la mémoire. Je vais boire un peu de mémoire. Ouais.
Bon, quand j'ai posé la question à savoir si l'intelligence a besoin de nourriture ou si elle vient chercher de la nourriture dans l'être humain par son mental, tu as dit non. Mais est-ce que chaque plan de conscience n'est-il pas une nourriture pour un autre, un plan inférieur? Et ne se nourrit-il pas d'un plan supérieur à lui? Le plan bouddhique se nourrit-il pas du plan supramental et supramental du plan mental? Non. Le plan mental se nourrit du plan supramental, le supramental se nourrit du plan bouddhique, le bouddhique du plan divin. Alors, le plan supramental ne se nourrit pas de l'homme. C'est l'homme qui se nourrit du plan supramental. L'homme se nourrit du plan mental. Du plan supramental. Le plan supramental ne se nourrit pas de l'homme. L'homme n'est pas une nourriture pour le plan supramental, c'est l'inverse. Que dis-tu des mères porteuses? C'est quoi ce phénomène-là, les mères porteuses? Ben, ça dépend, c'est une mère qui porte quelque chose. Oui, mais dans leur psychologie ou dans... Est-ce que c'est un... C'est le début, c'est le fait que commencer. La meilleure façon de faire un enfant, c'est quoi? C'est de prendre génétiquement le meilleur père, génétiquement la meilleure mère, les mixer ensemble, faire un enfant. Ça, c'est la façon logique de faire un enfant. Qui va l'éduquer après, ça n'a aucune importance. On tirera ça au sort, ou celui qui n'aura pas, il prendra s'il en veut. Bon. C'est la façon de faire des enfants. Donc, tu es marié avec ta femme, et puis tu n'es pas la bonne génétique, ou elle n'est pas la bonne génétique, ben on prend une autre femme ou un autre mari, puis on vous fait un enfant. Voilà. Parce qu'on se sert de vos qualités génétiques de façon à les améliorer à travers la descendance. C'est absolument logique et évident. Et présentement, l'intelligence descendant à travers certaines personnes, ben, il y a des mères qui sont associées au portage d'un embryon. Et ils vont nourrir de leurs hormones l'embryon. Donc, nécessairement, même si, par exemple, on prend l'ovule d'une mère et le sperme d'un père, puis qu'on implante cela dans une autre mère, génétiquement, cette mère porteuse-là n'a pas créé l'enfant. Mais vu qu'on l'associe à son système sanguin, c'est donc une grande partie de son astralité qui se réincarne dans le corps de l'enfant, mélangée aux deux génétiques des deux parents. Autrement dit, avec le système des mères porteuses, on parvient présentement, mais c'est très débutant, puis ça va, à un moment donné, ça va être abandonné pour bifurquer autrement. On parvient à créer une génétique qui est tripartite. Alors, au lieu d'avoir un mélange réincarnationnel du père et de la mère, maintenant on a un mélange réincarnationnel de la mère et du père. Bon. Remarquez que les anciens seraient ravis. L'homme a toujours voulu avoir plusieurs femmes, mais là, il va même pouvoir avoir deux mères pour un enfant. Donc, la mère qui génétiquement donne l'ovule, le père qui génétiquement donne le spermatozoïde, et la mère qui réincarnationnellement donne son sang, la mère porteuse. L'enfant est donc un amalgame de trois familles réincarnationnelles complètes, ce qui lui donne un certain avantage génétique. Évidemment, c'est sûr que si on essaie de le traumatiser par le fait que la mère qui l'élève, c'est la mère qui l'a enfanté, mais c'est la mère, disons, qui l'a créé, mais c'est pas la mère qui l'a porté, etc. Mais les mères porteuses, c'est très, très, très bien. Sauf que le problème qu'il y a dans la psychologie des mères porteuses, c'est vu qu'elles se réincarnent par leur sang dans le fœtus, ils ont de grandes difficultés après ça à se débarrasser de l'enfant. Et puis, parce que c'est eux autres un peu. Dans le cas où c'est pas seulement que leur sang, mais leur ovule. Ah ben là, c'est mélange entre la génétique du père ou d'un autre bonhomme, puis elle, c'est un mélange ordinaire, sauf que c'est le début pareil de l'implantation, de la préparation psychologique au fait qu'à un moment donné, ce soit tout à fait concevable et convenable qu'une mère et un père aient un enfant que leur génétique n'a pas créé. C'est pas de problème. Alors c'est le début c'est un peu comme l'avortement, c'est un début de révolution pour faire changer un peu la conscience égoïque des humains. Ça peut aller jusqu'à un laboratoire où les enfants sont mis au monde, même... C'est ce qui serait le mieux, mais ça se fera pas. Mais c'est ce qui serait le mieux. Quand tu en as besoin d'un, peut-être couleur de yeux, de cheveux, part avec. Non, parce que c'est pas ça. C'est pas quand on a besoin d'un, c'est quand on considère que pour exprimer l'intelligence de façon à résoudre certains phénomènes, eh bien là, oui, tu travailles la génétique, mais ça se fera pas. Tu travailles la génétique. L'enfant est pas élevé dans un... Disons, l'enfant n'a pas de croissance intra-utérin. L'enfant a une croissance dans un véhicule extérieur. Puis quand l'enfant est rendu à l'âge de 10 mois, eh bien là, tu ouvres le véhicule, puis tu l'accouches, c'est-à-dire que tu le sors simplement du liquide amniotique, synthétique dans lequel il est placé. Puis cet enfant-là, ben maintenant, tu n'as qu'à l'instruire. Donc, il n'aura jamais été coloré par la réincarnation sanguine de sa mère, par la structure émotive, etc. Même qu'un jour, on pourrait... De toute façon, c'est chimique, c'est sûr que c'est faisable. C'est théoriquement faisable, pas pratiquement, on n'en est pas là, mais de bâtir un humain à partir d'absolument rien, avec un code génétique supérieur à celui qu'on a. Mais quand tu dis à partir de rien, tu veux... À partir de substances chimiques.
Même pas de sperme, de vulve, Non, non, même non, pas non, une ben, partie de cellule du corps de quelqu'un. Non, non, ça pourrait se faire. On n'est pas prêt à le faire. L'ovule, c'est quoi sinon de la matière? Bon, ben, tu prends la même matière, tu l'assembles comme tu veux. Le spermatozoïde, c'est la même chose. On n'en est pas là, évidemment. Mais l'enfant qui Pas ici. ne croit pas, le fœtus qui ne croit pas à l'intérieur du ventre d'une femme, Ben, quand il vient, lui, il n'y a aucun père, aucune mère. Il va s'associer très, très, très inaffectivement à ceux qui vont l'éduquer. Il va s'associer vibratoirement à eux autres, c'est tout. mais c'est pas un plus que d'être enfanté par une mère et puis à cause des réincarnations. Non? C'est un plus dans le passé, c'est un plus actuellement, mais ça ne sera pas un plus tout le temps, non. OK, présentement, c'est nécessaire, mais... Ben, présentement, c'est comme ça, en tout cas. Ouais. OK. Qui ou quoi devons-nous emprisonner à la place de l'enfant en nous? L'adulte. L'adulte. Les pillards. Tous ceux qui, à l'adolescence, sont venus vous ramasser par les culottes, c'est le cas de le dire. Donc, tous ceux qui, à l'adolescence, sont toutes les réincarnations d'adultes qui ont décidé de posséder le corps pubertaire du jeune pour en faire un corps d'adulte, c'est ça qui doit être mis en prison pour libérer l'enfant. C'est l'adulte qui doit être mis aux poubelles. On devra le digérer, on le garde dans le donjon au cas. C'est-à-dire... Il va faisander là. C'est l'ego, autrement dit. Oui, c'est tout l'ego qui est là actuellement, parce que l'ego de l'enfant, qui est totalement pur et libre, qui accepte le neuf, lui, a carrément été écrasé à l'adolescence par la réincarnation d'adulte. Et c'est ça qu'on doit mettre en prison, pour libérer l'enfant. Mettre en prison ou complètement l'exterminer? Tu te mets en prison pour l'instant, ça servira un jour. Non, mais... Ça m'étonne pas de toi, ce langage. Mais de toute façon, il faut l'exterminer. Non, on va le digérer, on va le manger. Ah, ben c'est bon. Okay. Si l'omniscience existe, c'est qu'elle sait qui a accompli quoi. Mais elle ne le sait pas dans l'homme encore. Le fait que ce ne soit pas su de l'homme implique-t-il que telle personne n'a pas accompli telle chose ou simplement que l'homme ne le sait pas encore? Non, c'est la question intéressante. Par contre, c'est qu'elle est basée sur des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. C'est que l'intelligence supramentale n'a pas l'omniscience. Elle a l'omnipotence, elle a l'omniprésence, elle n'a pas l'omniscience. Comme l'homme présentement entre en contact avec l'intelligence supramentale, il y a des choses qu'il ne sait pas. L'intelligence supramentale n'est pas omnisciente. Lorsque l'omniscience, qui appartient uniquement au plan intentionnel, va entrer en contact avec l'homme, l'homme saura tout. Parce que c'est déjà accompli. Mais le plan supramental, il y a des choses qui ont été accomplies à l'extérieur du plan supramental. Donc, le plan supramental n'a pas d'omniscience. Même si sa structure vibratoire existe dans toute la création, il n'a pas participé, il est arrivé après en troisième plan, il n'a pas participé à tout. Donc, il n'a pas, en termes de savoir transmissible, il n'a pas accès à tout le savoir de la création, il n'a pas d'omniscience. Tout néotype est un futur archétype, et donc sera néotypé à son tour. Est-il possible de court-circuiter ce processus et de passer directement à la fin? Est-ce que la fin justifie les moyens? Par exemple, il faut souffrir pour résorber. Il faut détruire la planète. La fin justifie les moyens. Tu me passes ce papier. Bon, est-ce qu'il est possible de court-circuiter le processus de passer directement à la fin? Oui. Sauf que c'est possible, mais pas pour l'instant. Il y a encore des démarches à faire pour en arriver là. Et selon les génétiques, selon les capacités mentales des humains, selon leur système endocrinien, il y aura des humains qui pourront parvenir à court-circuiter le processus, parvenir à la fin. Mais ce ne sera pas avant quelques années. Donc, présentement, il n'y a pas de moyens accessibles, mais il y a des moyens pareils au niveau potentiel. Mais pas accessibles à l'humain, non. Est-ce que c'est l'humain qui va avoir l'humain doit avoir un raccourci, qui aura pris un raccourci, ou bien si c'est quelque chose d'extraterrestre qui viendra les sauver finalement? C'est les deux. C'est les deux. Il y a une intervention extraterrestre qui est de toute façon nécessaire à l'humain, et l'humain va laisser une trace. Bon, je vais t'expliquer quelque chose que je n'ai jamais expliqué. Toute notre évolution est axée sur la création du double éthérique. Toute la structure du corps de l'homme, ainsi que les structures astralisées de l'homme, ainsi que les structures planétaires de l'homme, vont mémoriser l'expérience de la fusion entre la conscience de l'homme et un double morontiel et un double éthérique. Alors, nous pouvons prétendre, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va arriver, mais c'est quelque chose du genre. Les hiérarchies célestes ont besoin d'un véhicule pour cesser d'involuer.
Tant que l'être humain habite ces véhicules, la hiérarchie ne peut pas pénétrer ces véhicules, sauf si elle éjecte ce qu'il y a dedans. Si une hiérarchie extraterrestre vient posséder un véhicule biologique de l'homme, il rejette la conscience qui est embryonnaire dedans, et la rejetant, cette conscience va mourir. C'est-à-dire qu'elle redevient de l'énergie, elle devra renaître à un moment donné. Par contre, il prend possession du véhicule primaire de l'homme, le corps physique, le corps vital de l'homme, quelquefois des parties de l'astral de l'homme, sauf qu'étant donné qu'il manque une conscience, il ne saura pas quoi faire avec, et il va débiliter ce corps. Alors, il a besoin de forcer, les hiérarchies ont besoin de forcer les entités humaines, les êtres qui habitent ces corps humains, à évoluer leur corps physique, à muter leur corps physique jusqu'à un niveau X, où là, les hiérarchies pourront le posséder sans qu'il y ait une rétrogradation évolutive du corps physique, donc une évolution. Mais lorsque les corps physiques vont être suffisamment évolués pour supporter l'évolution de la hiérarchie, nous, qui habitons ces corps, allons être suffisamment puissants pour ne pas être rejetés par la hiérarchie. Alors, la hiérarchie nous fait monter jusqu'au jour où nous devenons nos seuls maîtres. Et après ça, elle se met à notre disponibilité jusqu'au jour où nous allons nous fusionner. Et lorsque nous partons, nous allons abandonner des véhicules totalement ajustés aux descentes de ces hiérarchies, qui vont maintenant prendre possession de ces corps-là pour eux aussi s'en sortir. Bon. Nous sommes les seuls facteurs évolutifs présentement capables de créer des véhicules d'ordre matériel permettant la rétention de conscience. Nous sommes la solution de la création. Mais nous allons, à un moment donné, partir et nous prenons raccourci. C'est-à-dire que tout le cheminement de la réclusion de la création, de la destruction de la création, nous ne le vivons pas. Nous sommes reliés à un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est un canal qui traverse différents plans, dont le plan supramental, et permet à l'être humain d'avoir accès à ce qui se rapproche le plus du phénomène intentionnel, donc du plan divin, qui est en périphérie, donc extrêmement proche de l'extérieur de la création. À l'instant où nous avons une fusion avec notre globe éthérique, nous traversons plus rapidement tous ces plans, et nous allons de toute façon régler notre problème. Toute la structure au complet va se servir des traces qu'on a laissées, des corps qu'on a abandonnés, pour faire des cheminements similaires. Et dans des milliards et des milliards et des milliards d'années solo-planétaires, standard, suite à 365 jours de translation, il y aura la destruction de l'univers par absorption lente et progressive, mais nous allons être libérés bien avant ça. C'est-à-dire qu'il y aura un jour où les corps dans lesquels nous sommes, ou la génétique, là, semblable à ce qu'on est présentement, sera détruite avec quelqu'un dedans, avec une conscience quelconque dedans. Non, parce que le corps physique lui-même va devenir du globe éthérique, s'il y a une fusion. Mais les traces de tout notre vécu, la trace dans l'astral et dans la planète du passage de notre vécu est une forme de corps qui servira de paramètre d'expérience pour les hiérarchies, de façon à ce qu'ils puissent recréer rapidement la même expérience sur d'autres planètes. Nous partons avec notre matière. Les traces que nous laissons vont servir de véhicules d'aide-mémoire pour que ces hiérarchies puissent recréer les mêmes expériences sur d'autres planètes, là où elles vont descendre pour s'effondrer. Est-ce qu'on fait partie d'une expérience? Non. Semblable à ce qu'eux vont faire par la suite. Ce n'est pas une expérience, même si nous sommes expérientiels. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience pour voir si ça va marcher. Non. Ils savent que ça va marcher, mais est-ce que... Ils savent pas que ça va marcher, mais ils font tout pour que ça marche. Mais ce n'est pas une expérience. C'est une tentative. C'est pas au moment où ça va arriver seulement... Tu comprends la différence entre tentative et expérience? Nous sommes une tentative, nous ne sommes pas une expérience. Par la suite, on aurait été une expérience. D'un coup, ça serait fait? Non. On aurait une tentative réussie. Indépendamment du résultat, ça peut être une expérience négative. C'est pas une expérience, c'est une tentative. Ça pourrait être un échec ou une réussite, mais c'est pas une expérience, c'est une tentative. Quelqu'un qui fait seulement que tenter n'arrive jamais au but. Une tentative, c'est une tentative. Ouais, mais c'est pas un résultat. Si je tente Donc, tu comprends pas la différence entre tentative et... Parce que si je tente de jeter... Ceux qui comprennent, vous comprenez. Voilà. Mais si je tente de jeter le pichet d'eau par terre... Tu peux réussir, tu peux manquer ton coup. C'est pas un essai, ça, là, c'est une tentative. C'est différent d'une expérience. C'est que présentement, tout est mais par la suite, lorsqu'il aura tombé, ça sera une expérience. Bon, c'est facile. L'expérience, ça sert à étudier. La tentative, ça sert à réussir quelque chose. Présentement, ils ne veulent pas étudier ce qui va se passer. Ils veulent absolument que ça fonctionne. C'est donc pas une expérience. C'est pas pour étudier. Puis une expérience, c'est pour étudier, dans le but d'apprendre. Tandis que là, c'est pas pour étudier, c'est pour former quelque chose. Okay. Mais n'ayant pas l'expérience, ça devient une tentative. Ils tentent leur coup.
Mais c'est pas question d'étudier, c'est pas une expérience. Ils n'expérimentent rien. Et par la suite, il y aura un transfert ou un changement de corps. Cela va arriver seulement lorsque le double éthérique sera... Fusionné avec le corps physique de l'homme. OK. Par la suite, il va y avoir un transfert. Les corps, on peut dire... Les mémoires des corps vont rester À là. l'instant où le corps physique est transféré, tout ce qui est dans le corps de l'homme, sa conscience et sa structure vitale, disparaît du contexte astral et planétaire et se relie dans le plan morontiel au double éthérique. À partir de ce moment donné-là, ici, il y a des choses qui vont se passer, auxquelles on pourra revenir. Et la planète Terre se voit désassujettie totalement de ce bonhomme-là ou de cette bonne femme-là. Donc, toutes les mémoires qui, maintenant, de l'expérience, du vécu, à travers toutes les lignées familiales jusqu'à maintenant, comment on part de zéro pour en arriver jusqu'à la libération, ça reste dans l'astral. C'est ce contenant-là que j'appelle un corps. Un corps qui a quelques millions d'années de vie ou de distance. C'est un corps que, à la vitesse de la rotation de la Terre, tu prends quelques millions d'années pour partir de la tête et aller aux pieds. Bon, c'est la distance temporelle du corps physique et c'est ce corps-là, un corps astral, un corps de lignée familiale qui reste et qui maintenant est désassujetti de la tête, de ce qui le dirigeait, et libre. Étant libre, n'importe qui peut venir le posséder et comme dans sa structure mémorielle, il y a le début, aller jusqu'à l'accomplissement final de la fusion, si on prend cette mémoire et on l'implante en archétype sur une autre planète en refroidissement, donc ça sera une chute encore, on implante cette mémoire du corps qui a 4 millions d'années, quelques millions d'années d'anneaux de vie, si on l'implante en archétype sur la nouvelle planète, toutes les structures moléculaires de la planète vont devoir s'orchestrer en fonction de l'archétype qui sera ton corps, et elles vont recréer sur cette planète tout ce que tu as vécu sur le plan planétaire du point de vue de ton individualité. Donc, on va recréer une autre planète identique à la nôtre plus tard, avec les mêmes événements, les mêmes guerres, les mêmes problèmes, les mêmes paroles, exactement la même chose qu'on a là, avec les mêmes plantes placées aux mêmes places. Mais nous serons sortis de là, puis ce qui est encore en évolution, on va récupérer ce qu'on a fait pour s'en ressortir avec. Ce qui est en évolution, est-ce que c'est avec eux qu'on va négocier pour transférer de véhicules ou c'est avec quelque chose d'autre? On ne transfère pas de véhicule. On va former un véhicule, puis on va abandonner une carapace, on va muter. On va muer. Alors, on va abandonner une vieille peau, puis les autres, ils vont s'en servir, nous autres, on va décoller avec le reste. Par contre, c'est grâce à leur énergie qu'on va être capable de le faire. Mais ce que tu expliquais précédemment dans plusieurs conférences, que les extraterrestres vont venir, ils vont se servir du véhicule, mais pour venir se coller à nous, est-ce que c'est la même chose que tu expliques là? C'est la même chose, sauf qu'il y en a qui font des tentatives avant le temps. Ils veulent posséder un corps physique, ces corps physiques-là ne sont pas suffisamment solides, donc ils vont les détruire. Alors, ça va se faire seulement quand il y aura fusion du double, donc il y a beaucoup de hiérarchies extraterrestres qui sont intéressées à ce que l'homme s'en sorte. À ce moment-là, comment qu'il y aura de double? 144 000 ou beaucoup 850 tombes. Non, de double, il y aura beaucoup plus de double que ça. Mais il y aura finalement, à un moment donné, sur le plan planétaire, en tant que corps physique habité par de l'humain, ce nombre-là, 144 853. En quantité de double, il y en aura plus que ça. Donc, il y aura quelques milliards de doubles. Et que vont-ils faire, ces doubles-là? Où vont-ils aller après? Bon, mais ça, j'appelle pas ça être pressé, mais en tout cas. Pour l'instant, il faut au moins arriver à se fusionner avec notre double pour que ce double ne soit plus un double. Oui, OK. Une voyante m'a prédit plusieurs choses une première fois. La deuxième fois, effectivement, ça avait changé. Est-ce la première ou la deuxième qui est fausse? Si les deux fois sont fausses, ou toutes les deux, Quand on se conscientise, il faut qu'on apprenne à travailler avec d'autres lois. Ces lois-là, si on ne les comprend pas, s'ils ne sont pas encore descendues, il faut que l'humain arrive à créer une synergie, s'unisse un peu plus. Laquelle des deux qui est vraie? Celle qui va l'être. Mais les voyants, quand ça nous concerne, il faut faire bien attention. Alors, on se conscientise, là. En dormant, arrive-t-il qu'on aille flirter avec sa particule de double éthérique? Si oui, au réveil, y a-t-il des conséquences? Non, en dormant, on peut se rapprocher de la particule de double éthérique, effectivement. Puis les conséquences, ça dépend de l'ego, ça dépend de ce que vous voulez amener. Il n'y a pas de conséquences particulières du fait d'un être humain dans son corps astral. Le corps astral est enveloppé d'énergie vitale, donc il va dans le plan morontiel. Donc il n'y a pas de séquences particulières.
qu'on peut déterminer. Comme une personne qui fait un cauchemar avec un cheval dedans, est-ce que ça a des conséquences en se levant? Bien, il y en a qui vont se suicider, puis il y en a qui vont rire comme des fous, mais ça dépend des individus, donc les conséquences, il n'y en a pas. Mais effectivement, on peut aller flirter avec notre... Ça donne quoi? C'est quoi ça a l'air? C'est quoi le résultat? Bon, ça donne rien. À quoi ça a de l'air? Ça a de l'air de ce que ton ego va vouloir interpréter. Ça dépend des manipulations. C'est une forme nébuleuse d'énergie. Si tes leviers font que quand tu la vois, c'est sous forme de tête, tu vois une tête. C'est sous forme de bocal d'eau, tu vois un bocal d'eau. Ça dépend de tes leviers, ça dépend de ton schéma de coloration. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. Ça n'a pas de forme comme on l'a nous autres ici. Donc, tu l'adaptes. C'est de l'illusion. Ah ben ça, c'est évident. Bon. Lorsque je me couche et que je reste conscient et que je m'efforce de rester immobile, il vient un moment où seuls mes yeux bougent sans que je les bouge. À ce moment, je perçois que je rêve et que mes yeux suivent les images du rêve selon les positions de leur mouvement. Si je m'immobilise les yeux aussi... OK, si j'immobilise les yeux aussi, qu'arrivera-t-il par de ce phénomène? Non, c'est extrêmement simple. Si la personne décide d'arrêter les yeux, son rêve va aussi s'arrêter. Sinon, à un moment donné, elle va se connecter avec le monde de la mort par son ajusteur de pensée, mais ce ne sera plus un rêve comme on le fait normalement. Parce que l'âme continue à contrôler le système oculaire pendant le rêve. Alors, si elle arrive à fixer ça comme il faut, elle peut carrément sortir de son rêve ou elle va s'enligner pour rentrer au niveau par son ajusteur de pensée dans le monde de la mort ou dans le plan moroncien. Il va se passer des choses comme on l'a vu au niveau des exercices de l'ajusteur de pensée. Si je suis ni mon corps, ni l'astral, ni le mental, et que je suis l'esprit, mais que l'esprit n'arrive à s'exprimer que par ma génétique, je suis donc mon corps. Sinon, que suis-je? Non, un onde radio n'arrive à s'exprimer qu'à travers la radio. Donc, l'onde radio, c'est la radio. Non. Prenez une radio pas d'onde à l'extérieur, la radio a beau être une onde, elle ne parlera pas. Prenez une onde qui se promène sans radio, ça ne marchera pas non plus. Le corps physique permet l'expression, on n'est pas le corps physique. Autrement dit, si j'ai une radio qui capte très mal une station de très bonne qualité, pouvons-nous prétendre que la station est pourrite? On appelle ça de l'orgueil. C'est le corps, c'est la radio qui n'est pas bonne. Alors, je ne suis pas mon corps physique, puis je ne suis pas mis à m'exprimer avec ce que j'ai dedans, c'est ce que je fais. Mais je ne suis pas le corps physique, pas en tout. La partie en l'homme qui veut conserver la mémoire a elle aussi été prévue. Ce n'est donc pas l'homme, mais la partie mémoriellement prévue en lui qui refuse. Pourquoi a-t-on échoué? Pourquoi a-t-on créé une partie et une contrepartie? Simplement parce que l'évolution des énergies, toutes les énergies qui ont été investies dans l'évolution de l'homme étaient des énergies extrêmement évoluées. Ces énergies, lors de leur contact avec le plan planétaire, se retournaient immédiatement et repartaient là d'où elles étaient venues. Pour obliger ces énergies à rester confinées ici, on a engendré un phénomène qu'on appelle le monde de la mort, et on a archétypé le monde de la mort pour fausser la connaissance des énergies, de façon à fausser leur trajet. Chaque fois qu'ils pensent repartir, ils reviennent à la même place. Pour engendrer une accumulation suffisante d'énergie dans le contexte évolutionnaire planétaire, pour finalement créer l'homme. C'est pourquoi il y a cette contrepartie, qui est la partie essentielle à l'accumulation de la matière, pour qu'un jour, l'autre partie puisse s'en servir. C'est pour ça qu'on est si difficilement pogné. Mais on va s'en sortir. À un moment donné. Alors, bonne semaine.